Salut tout le monde, vidéo un peu spéciale pour vous faire patienter jusqu'à la prochaine chronique qui arrivera courant septembre, mais également pour promouvoir mon nouveau format exclusif à TikTok, les annexes d'Elion. Voici donc les 6 premières annexes compilées à la suite. Forcément, vu que c'est un format TikTok, ça sera un peu différent de d'habitude en termes de résolution. La 7ème annexe sortira très bientôt sur TikTok, mais je n'en publierai pas d'autres sur YouTube. Donc, si vous voulez voir les prochains épisodes, je vous invite à rejoindre mon TikTok. Le lien est dans la description. Voici donc 40 minutes d'anecdotes, de faits insolites et d'histoires autour de JoJo's Bizarre Adventure, Batman The Animated Series, Naruto, la Formule 1 et Zelda. Bon visionnage à tous et à très bientôt pour le prochain épisode de Prologue. Anecdote numéro 1. Hirohiko Araki, auteur de JoJo's Bizarre Adventure, est connu pour souvent commencer les parties de son œuvre avec un style de dessin différent de ce qu'il propose quelques tomes plus tard. Phantom Blood, la première partie par exemple, débute avec un style rappelant énormément la bande dessinée occidentale, avant de prendre un style bien plus manga dans les tomes suivants, Jonathan évoquant désormais un certain Kenshiro, protagoniste d'Hokuto no Ken. Mais les personnages ayant le plus changé physiquement se trouvent dans Diamond is Unbreakable, la 4ème partie de la saga. Koichi Hirose, entre le premier tome et le dernier, devient bien plus petit qu'il ne l'était au départ. Et Josuke, le protagoniste principal, change aussi radicalement. Au départ bien plus musclé, mesurant aussi 1m85, il se retrouvera quelques tomes plus tard avec 5 cm de moins, ainsi qu'avec une silhouette plus fine qu'auparavant. Son visage sera également modifié. Au départ, celui-ci ressemblait bien plus à celui de Jotaro. Ses cheveux étaient longs à l'arrière de sa tête, parfois même attachés en queue de cheval. 2 épis étaient présents sur le haut de sa tête, ressemblant à des cornes. Ce n'est que plus tard que Josuke adoptera le look qu'on lui connaît aujourd'hui, avec un visage bien plus arrondi et juvénile, des sourcils arqués et sa coupe pompadour sans longueur à l'arrière, les épis du dessus ayant été remplacés par 2 plus longs à l'arrière de sa tête. Anecdote numéro 2. Un fait connu par pas mal de monde, Jotaro et Dio ont un pouvoir similaire, pour ainsi dire égal. Dio surpasse Jotaro au départ mais est vite dépassé par ce dernier. Mais aviez-vous remarqué que dans les parties suivantes, la plupart des JoJo avaient des pouvoirs totalement opposés à ceux des antagonistes principaux? Dans Diamond is Unbreakable, le stand de Yoshikage Kira a le pouvoir de détruire tout ce qu'il touche, et celui de Josuke a le pouvoir de réparer tout ce qu'il touche. Dans Golden Wind, le stand de Diavolo a le pouvoir de suppression, et celui de Giorno de création. Dans Stone Ocean, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le pouvoir de Jolene qu'il faut comparer à celui d'Enrico Pucci, mais celui de Jotaro. Jotaro a en effet le pouvoir d'arrêter le temps, et Pucci quant à lui peut accélérer le temps de telle sorte à ce que celui-ci se détruise pour créer de nouvelles timelines, la création et le renouveau, une chose qui correspond parfaitement à l'antagoniste majeur de Stone Ocean. Anecdote numéro 3. S'il y a bien une chose qui fait débat dans JoJo, c'est de savoir si Jonathan Joestar a ou aurait pu développer un stand. Eh bien, la réponse est oui. Hirohiko Araki lui-même a indiqué que celui-ci se nommait The Patient. On a d'ailleurs l'occasion de l'apercevoir brièvement lors de Stardust Crusader lorsque Dio s'en sert. Celui-ci ressemble énormément à Hermit Purple, le stand de Joseph, à l'exception que celui-ci ressemble davantage à un rosier plutôt qu'à des ronces. Ce pouvoir s'est probablement développé lorsque Dio a utilisé la flèche sur lui-même. Ce dernier, possédant le corps de Jonathan durant Stardust Crusaders, a ainsi la capacité de manier 2 stands à sa guise. Anecdote numéro 4. Au début de Stardust Crusaders, Holly, la fille de Joseph et mère de Jotaro, affirme à son père avoir vu le pouvoir de Jotaro, avant de se raviser lorsque Joseph lui demande si elle est sûre d'elle. Plus tard, elle est prise d'une forte fièvre et Jotaro et ses compagnons en déduiront qu'elle ne se rend pas compte de ce qui lui arrive, qu'elle développe un stand, sauf que, s'il y a bien une règle fondamentale à connaître dans JoJo's Bizarre Adventure, c'est que seuls les manieurs de stand peuvent voir les stands. En conclusion, Holly a délibérément menti à son père et caché ce qui lui arrivait, alors que si ça se trouve, le problème aurait pu être réglé bien avant. En bref, Holly s'est bien foutu de la gueule du monde. Anecdote numéro 1. Si l'on observe l'histoire de chaque JoJo au début de leur partie respective, on se rend compte que chacun d'entre eux a eu une situation familiale pas vraiment enviable, entre parents décédés ou absents. Jonathan Joestar perd sa mère dans un accident de diligence alors qu'il n'est qu'un bébé, puis son père à l'âge de 19 ans, tué par Dio Brando, qui lui avait fait vivre un enfer des années auparavant. Joseph Joestar ne connaîtra jamais son père, assassiné durant la Première Guerre mondiale, et ne rencontrera sa mère, Lisa, qu'à l'âge de 19 ans. Toutefois, celle-ci lui révélera sa véritable origine que bien plus tard. Jotaro Kujo a un père musicien, constamment absent à cause de son travail, et sa mère finit par tomber gravement malade en développant son stand. C'est d'ailleurs pour cela qu'il devra partir en Égypte afin de vaincre Dio définitivement. Josuke Higashikata vit seul avec sa mère et son grand-père, qui sera très vite assassiné par Angelo, un tueur en série fugitif.
Son père, absent avant même sa naissance, n'est autre que Joseph Joestar ayant commis un adultère. Giorno Giovanna est le fils de Dio, mort depuis plus de 10 ans, qu'il n'a jamais connu. Sa mère s'est remariée avec un homme qui le battait violemment pendant que celle-ci s'absentait. Cette dernière finit pour ainsi dire par l'abandonner à son triste sort. Jolene Cujo est la fille de Jotaro, qui était constamment absent, et d'une mère inconnue, dont nous ne connaissons que le visage. Au départ de Stone Ocean, elle déteste son père, l'accusant d'être la cause de tous ses problèmes. Johnny Joestar a perdu son frère très jeune, lors d'un accident d'équitation. De plus, il est rejeté par son père, très dur avec lui, entretenant une relation plus que conflictuelle avec ce dernier. Enfin, Josuke Higashikata, ou pour faire plus simple, Gappy, est un cas à part, car il est la fusion de deux personnes décédées, Josefumi Kujo et Yoshikage Kira. Seulement, cette fusion a créé un être unique, se pensant amnésique au départ, alors qu'en réalité, Josuke n'a juste pas de mémoire, puisqu'il vient de naître, entre guillemets. De plus, il ne possède en réalité aucune famille biologique. Il sera adopté par la famille Higashikata, qui le baptisera Josuke, mais toutefois celle-ci n'est pas sa famille biologique. Les membres les plus proches génétiquement parlant de Josuke seraient entre autres Holly Joestar Kira et Kiyomi Kujo. Anecdote numéro 2. Saviez-vous que Stone Ocean aurait dû avoir une fin bien plus pessimiste que celle que l'on connaît? A l'origine, l'issue du combat entre la bande de Green Dolphin et Enrico Pucci était similaire, à une exception près, une exception qui change tout. Pucci a accéléré le temps au point de former une boucle temporelle parfaite, pour en revenir à ce qu'il se passe dans le second tome de Stone Ocean, dans le but de tuer Emporio. Sauf que ce dernier trouve alors une parade pour contrecarrer Pucci. Le temps s'accélère une dernière fois, et Emporio atterrit dans un troisième et dernier univers. Et c'est là que tout change. Il y retrouve Jolene, rebaptisée Irene, et toute la bande de Green Dolphin. Chacun semble heureux, chacun est en vie. Mais personne ne conserve ses souvenirs de tout ce qu'il s'est passé, hormis Emporio. Comme si l'amour et les sentiments de chacun étaient à présent inexistants. Et c'est ainsi que devait initialement se conclure cette partie, ainsi que la saga JoJo's Bizarre Adventure. Finalement, Hirohiko Araki réfléchit, et trouva cette fin relativement injuste pour des héros l'ayant accompagné pendant plus de 15 ans. Il ressentait un goût d'inachevé à sa propre œuvre. Il modifia ainsi la fin de Stone Ocean, pour lui offrir la conclusion certes triste, mais bien plus optimiste que nous connaissons, et embrayera peu de temps après avec Steel Ball Run. Un reboot de la saga, certes, mais faisant tout de même office de 7ème partie. Anecdote numéro 3. Si certains d'entre vous ont lu Stone Ocean, vous connaissez probablement Anasui, le fameux personnage qui était une femme durant quelques chapitres avant de subitement devenir un homme sans explication, le tout en gardant tout de même une apparence féminine, bien que celle-ci change radicalement, ressemblant davantage à Diavolo. Une rumeur a longtemps dit qu'Araki avait fait ce changement soudain car le Jump lui avait reproché le fait qu'il y ait trop de femmes dans cette partie. En même temps, Stone Ocean se déroule en majeure partie dans une prison pour femmes, mais bref, passons. Araki aurait, selon cette rumeur, décidé de troller ses supérieurs en gardant une apparence féminine pour Anasui. Malgré son changement de genre, une rumeur en laquelle j'ai longtemps cru d'ailleurs, qui est même possiblement en partie vraie, dans le fait que le Jump souhaitait plus d'hommes et ait pris la tête à Araki pour ça. Une théorie qui perdura jusqu'en 2019, lors d'une convention, où l'auteur expliquera qu'il avait fait ce changement sur Anasui par pure envie d'en faire un personnage androgyne, qui allait au-delà de la définition des genres. Ce qui réfute du coup la rumeur expliquant qu'il avait simplement envie de troller le Jump, mais qui appuie en revanche une autre de ses envies, déjà bien plus connue, celle d'aller au-delà de la définition de la sexualité, qui était déjà bien présente dans les parties précédentes. Anecdote numéro 4. Pour cette dernière anecdote, je vais vous parler des mystères inexpliqués de JoJo's Bizarre Adventure, qu'on appelle plus communément les Araki Forgot. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Alors, je vais pas tous vous les citer, mais je vais au moins en aborder quelques-uns, plus ou moins connus. Pour commencer, on peut parler des pouvoirs qu'on ne voit qu'une seule fois dans l'œuvre, alors qu'ils sont hyper balèzes. Dio qui balance des lasers par les yeux ou qui peut geler quelqu'un s'il le touche, ou encore Kakyoin qui peut blesser quelqu'un à distance rien qu'en le dessinant. Et là je ne vous en cite que deux, mais il y a encore plein d'autres exemples. Dans le premier épisode de ce format que j'ai fait sur Jojo, j'évoquais le truc qui a été dit et redit dans la saga. Seuls les manieurs de stand peuvent voir les stands. Ok, mais du coup, qu'en est-il de Strength, de Wheel of Fortune ou encore de Superfly, que tout le monde peut voir? Je n'en cite que 3, mais vous avez compris l'idée, il y en a encore plein d'autres encore une fois. Dans Phantom Blood, c'est quoi ce truc? Un chien avec une tête humaine, visiblement transformé en vampire. Mais pourquoi? A-t-il fait comme Dio le fera plus tard avec Jonathan en transmutant sa tête sur le corps d'un chien? Ou est-ce une des expérimentations cheloues de Dio? Ça n'a jamais été expliqué. Passons ensuite à Stardust Crusaders, avec justement un mystère lié à Phantom Blood. Lors du décès de Jonathan, Erina, sa femme, parvient à s'enfuir du bateau dans lequel ils sont, à bord d'un cercueil, qui lui servira d'embarcation.
Sauf qu'au début de Stardust Crusaders, des pêcheurs retrouvent ce même cercueil, avec les initiales DIO mystérieusement apparues dessus, et surtout avec Dio mystérieusement à l'intérieur. Il se serait planqué dedans à la fuite d'Erina, car le cercueil comportait en réalité un double fond, dans lequel il se serait glissé. Sauf qu'après la fuite d'Erina dans Phantom Blood, on voit bel et bien la tête de Dio et le corps de Jonathan dans le bateau avant que celui-ci n'explose. Toujours dans Stardust Crusaders, lors du combat final, on voit durant un moment, que ce soit dans le manga ou l'anime, Jotaro et Dio s'élever dans les airs pour se battre, sans aucune explication. Alors, l'OAV de Stardust Crusaders sorti en 1993 a tenté d'apporter une réponse à ce mystère, en montrant que ce sont en fait les stands respectifs de Dio et Jotaro qui les propulsent dans les airs à toute vitesse. Sauf que cela n'apparaît pas dans le manga, donc n'est pas canon. Et en conclusion, ce mystérieux vol des deux manières reste toujours un mystère sans réponse. D'ailleurs, dans ce même combat, je suis le seul à trouver bizarre le changement d'apparence soudain de Dio après que celui-ci ait pompé tout le sang de Joseph. Serait-ce parce que maintenant il est à 100% de ses pouvoirs, ou bien que le vampirisme a ainsi modifié son apparence? Aucune idée, d'autant plus que pour la première possibilité, si c'était le cas, Giorno aurait aussi changé d'apparence lorsqu'il a éveillé Gold Experience Requiem. Ou alors je me pose trop de questions. Ouais, ça doit être ça. Ensuite, pardonnez ma prononciation, j'ai un accent anglais vraiment pas ouf, mais dans Diamond is Unbreakable, c'est qui lui? Il repousse la flèche, il peut se métamorphoser à sa guise, il entre en crise violente lorsqu'il entend une sirène de pompiers. Est-ce réellement un extraterrestre? Le meneur d'un stand unique en son genre? Ou bien un mec chelou avec des pouvoirs étranges qui prend Josuke et Okuyasu pour des débiles? Pour en revenir au changement d'apparence étrange et soudain, lorsque Yoshikage Kira se met à développer By the Dust, il se met à changer d'apparence, en se coiffant. Mais pourquoi ses cheveux deviennent-ils blancs d'un coup? Serait-ce par le fait d'avoir été quasiment démasqué par son fils, entre guillemets, la veille, qui lui a provoqué une peur sans précédent? Ou est-ce encore une fois la théorie du pouvoir à 100%? Dans Golden Wind, Notorious Big est un stand qui ne s'active qu'à la mort de son porteur. Mais comment celui-ci a-t-il su que c'était le cas? Surtout qu'on le voit marcher vers Giorno et sa bande déterminés à se faire tuer, en ayant l'air de savoir ce qu'il allait se passer. Et enfin, dans Stone Ocean, on apprend par Araki, en préface de l'un de ses derniers tomes, que Giorno est présent en Floride au moment où se déroule l'intrigue, tout comme les autres enfants de Dio, qu'il ne connaît pas. Araki tease ainsi ce fait au lecteur, mais Giorno n'apparaîtra jamais, contrairement aux autres enfants de Dio. Pourtant, Giorno aurait clairement pu venir pour affronter Pucci, aux côtés de Jotaro, Jolene et la bande de Green Dolphin. De plus, si tant est que Gold Experience ait toujours été en forme Requiem depuis les événements de Golden Wind, il lui aurait aisément roulé dessus. Mais visiblement, Araki en a décidé autrement, ou bien Giorno n'en avait tout simplement rien à foutre. Anecdote numéro 1. Saviez-vous qu'auparavant, Victor Fries, alias Mr. Freeze, était connu sous le nom de Mr. Zero, dès sa première apparition dans les comics en 1959. Dans la série télévisée des années 60, il porte également le nom de Sheevil, avant d'être aspergé d'un gel instantané le forçant à vivre sous température très basse. Ce n'est qu'en 1992, lors de la réécriture intégrale de l'origin story du personnage, qu'il abandonnera définitivement le nom de Zero, pour devenir le célèbre Mr. Freeze. Un super vilain à l'histoire bien plus tragique, le rendant bien plus intéressant quant à son alignement réel. Anecdote numéro 2. Cette anecdote raconte une histoire tragique, mais relativement belle. Ace est une jeune fille avec des pouvoirs surnaturels. Un fardeau qu'elle porte depuis sa petite enfance, et qui la fera rejoindre malgré elle le gang de Royal Flush qui exploitera ses pouvoirs dans la série animée La Ligue des Justiciers. Batman n'aura un lien particulier avec elle, le jour où, malgré son jeune âge, Ace est atteinte d'un anévrisme, et se sait condamnée. Elle s'isolera donc dans une sorte de jardin secret qu'elle bâtira à l'aide de ses pouvoirs. Seul Batman parviendra à l'approcher, discutant avec elle, la rassurant, l'accompagnant dans ses derniers instants, lui permettant ainsi, main dans la main, de partir en paix. Une scène relativement émouvante qui permettra à Bruce Timm, créateur et scénariste de la série, ainsi que de Batman Beyond, de rendre un bel hommage à ce personnage éphémère, puisque dans Batman Beyond, Bruce Wayne, alors devenu un vieil homme, nommera son chien Ace. Au départ, cette anecdote n'était qu'une théorie à laquelle j'avais pensé, pour la simple et bonne raison que Batman Beyond est sorti 2 ans avant la Ligue des Justiciers. Mais après quelques recherches, j'ai pu confirmer que celle-ci est bel et bien vraie. Bruce Timm avait en réalité tout anticipé. Malgré des années de combat et de lutte contre le crime, Bruce Wayne n'a jamais oublié cette jeune fille, tout en tenant sa promesse, l'accompagner jusqu'à la fin de ses jours, lui rendant hommage en nommant son chien ainsi, comme si même par-delà la mort, Batman était resté aux côtés d'Ace comme compagnon éternel. Anecdote numéro 3. Connaissez-vous les Looney Tunes? L'un des fers de lance de la Warner depuis 1929. Toujours présent aujourd'hui, Bugs Bunny, Daffy Duck ou même Titi et Gros Minet en sont les dignes représentants. Pourquoi cette question qui n'a rien à voir avec Batman, me direz-vous, hormis le fait que les deux séries appartiennent à la Warner? Eh bien, dans les Looney Tunes, deux méchants, souvent ridiculisés par Bugs Bunny, représentent deux bandits,
nommés Muggsy et Bugsy, ou Muggsy et Rocky dans la version française, qui ont été parodiés à plusieurs reprises dans différentes séries, notamment South Park avec les personnages de Nathan et Mimsy, Nathan ayant d'ailleurs dans sa chambre un poster des deux bandits. Mais pour en revenir à Batman, figurez-vous que les deux gangsters ont été également parodiés de manière un peu plus sérieuse et discrète dans Batman la série animée de 1992, au sein du 33e épisode nommé Robin's Reckoning partie 2. Les deux bandits sont ainsi représentés par... des bandits. Deux personnages faisant clairement office de figurants, mais qui reprennent des tenues et un comportement similaire aux deux personnages des Looney Tunes. Un clin d'œil discret entre deux séries de la Warner, mais très drôle une fois qu'on l'a remarqué. Anecdote numéro 1. Plutôt mystérieux dans la première partie du manga, le clan Uzumaki devient bien plus important dans la seconde. Bien que ce clan soit quasiment éteint, on en apprend bien plus quant à son passé. Originaire du pays des tourbillons aujourd'hui disparu, des cheveux écarlates, connus pour leurs shinobi ayant d'énormes ressources de chakra en eux, mais aussi pour avoir fait de leur symbole un héritage, puisque les shinobi de Konoha arborent ce même symbole au dos de leurs uniformes en mémoire de ce clan disparu, qui était lié autrefois, par le sang et par une amitié sans faille, au clan Senju, appartenant aux deux premiers Hokage. Durant cette seconde partie, on a donc l'occasion de découvrir 4 personnes appartenant à ce clan. Karin, Nagato, la défunte Kushina, et bien entendu son fils Naruto, qui est donc un cousin lointain de Karin et Nagato, mais également de Tsunade, petite fille du premier Hokage. Bref, c'est un bordel. Et c'est bien beau tout ça. On connaît les origines de Naruto du côté Uzumaki, mais qu'en est-il du côté de son père? Qui est le clan Namikaze, voire même y a-t-il un clan Namikaze? Nous ne le saurons probablement jamais, et probablement pas dans Boruto, cette suite se penchant davantage du côté des clans Hyuga et Otsutsuki. Anecdote numéro 2. Bon, cette anecdote est avant tout une théorie du net, mais qui aurait techniquement pu être possible. Naruto aurait pu développer le Rinnegan. En effet, je l'ai expliqué dans l'anecdote précédente, mais Naruto est un Uzumaki, il a donc du sang Senju qui coule dans ses veines. Ensuite, au cours de la seconde partie du manga, Naruto rencontre Itachi, qui lui fait avaler l'un de ses corbeaux, possédant le Sharingan de Shisui Uchiha. Naruto a donc, durant une certaine partie du manga, de l'ADN Senju et de l'ADN Uchiha en lui, ce qui est une base afin de développer le Rinnegan. Ensuite, il aurait dû vivre un événement traumatisant pour le développer. Ça tombe bien, peu de temps après, il apprend la mort de son maître, pour ne pas dire de son père adoptif, Jiraiya. Mais le Rinnegan ne se déclenche pas. Peut-être dans ce cas-là faut-il qu'il assiste à un événement traumatisant sous ses yeux. Ça tombe bien, Hinata se fait démolir par Pain pendant qu'il est immobilisé. Mais encore une fois, le Rinnegan ne se déclenche pas. C'est même à ce moment-là Kyuubi, le démon renard scellé en Naruto, qui prend le dessus. Un dernier argument à cette possibilité est que Masashi Kishimoto a dessiné cette case, dans le chapitre 629 du manga. Mais encore une fois, cette idée est laissée de côté par la suite, et Naruto n'éveillera finalement jamais le Rinnegan, contrairement à Sasuke. Anecdote numéro 3. Imaginez 2 secondes si l'un des personnages les plus importants du manga n'avait pas existé. Eh bien, figurez-vous que c'est ce qui a failli arriver. A l'origine, Sasuke n'était absolument pas prévu dans l'histoire élaborée par Masashi Kishimoto. Ça peut paraître bizarre, et ça aurait probablement donné une toute autre tournure à l'œuvre. En réalité, c'est l'éditeur de Kishimoto qui lui a conseillé de créer un rival à Naruto, ce qui apporterait un but bien plus profond à son récit. Au final, ça a donné l'histoire que vous connaissez. Pour l'anecdote d'ailleurs, Kishimoto a galéré pour la conception de Sasuke. Il n'avait aucune idée d'à quoi il allait ressembler, ou même de ce qu'il allait en faire au départ. C'est après des heures et des heures de travail qu'il réussit enfin à élaborer Sasuke, qui deviendra, malgré ce qu'on en dit pour son côté torturé, l'un des personnages majeurs de l'œuvre, voire même du shonen de manière générale. Anecdote numéro 4. Pendant longtemps, les moustaches emblématiques de Naruto ont laissé penser pas mal de monde qu'elles étaient liées à Kyuubi, avec pour principale raison que celles-ci s'épaississent lorsque Naruto a recours au chakra du renard. Et même, bien plus tard dans le manga, les frères d'or et d'argent, connus pour avoir été avalés par Kyuubi et l'avoir dévoré de l'intérieur, ont ces mêmes moustaches, probablement car eux-mêmes ont de l'ADN de Kyuubi en eux. Sauf que, peu avant, on découvre Kushina, la mère de Naruto, qui fut pendant longtemps le réceptacle de Kyuubi, mais n'a pas ses fameuses moustaches. C'est d'ailleurs à ce moment que cette théorie fit débat parmi les fans. En revanche, aviez-vous remarqué que Naruto et sa mère possédaient tout de même un signe distinctif et commun de la présence de Kyuubi en eux? Lorsque Naruto a recours au chakra de ce dernier, ses cheveux changent également d'apparence et prennent une forme évoquant les 9 queues du renard. Et ce signe est également présent chez Kushina lorsqu'elle s'énerve, elle qui est connue pour avoir un très fort tempérament. En réalité, je pense que les moustaches, tout comme ce changement capillaire, sont surtout des choix artistiques pour rappeler que certains personnages ont ou ont eu le contrôle de Kyuubi. De plus, tous les personnages l'ayant contrôlé ou ayant de l'ADN en commun avec le démon renard ne présentent pas ces signes.
Je pense notamment à Hashirama, qui a pu le contrôler, mais aussi à ses petits-enfants Tsunade et Nawaki, qui ont, en conséquence, de l'ADN de Kyuubi en eux, bien qu'ils ne le contrôlent pas. Ne vous attendez donc pas à avoir une explication sur ces détails un jour. Je pense même que pour le coup, c'est aux lecteurs et aux fans de l'anime de se faire leur propre théorie là-dessus. On rappelle quand même que Kishimoto nous a apporté une explication sur pourquoi Kabuto redresse sans arrêt ses lunettes, mais aucune sur le fait que Kakashi porte un masque depuis le début. Anecdote numéro 1. De nos jours, la Formule 1 comporte des règles simples et carrées quant aux qualifications et aux participants de chaque course lors d'une saison. 2 pilotes par écurie, 20 participants, 3 séances d'essais libres et enfin une séance de qualification séparée en 3 parties. Lors de la première qualif, les 15 meilleurs temps se qualifient pour la Q2. Lors de la seconde qualif, ce sont les 10 meilleurs temps sur les 15 restants qui se qualifient pour la Q3. Et enfin, pour la troisième qualif, le temps des 10 restants formeront la grille de départ dans un ordre précis. Mais saviez-vous qu'avant d'obtenir cette règle bien plus équitable, le système de qualification est passé par bien des formes? Bon, je vais vulgariser au mieux, mais n'hésitez pas à vous renseigner aussi de votre côté. Il y a de cela plusieurs décennies, les qualifications avaient un système pour le moins injuste, puisque la FIA tirait plus ou moins au sort parmi quelques-uns des meilleurs pilotes pour qu'ils participent de manière officielle, sans la moindre qualification à la course. Le reste des pilotes devaient ainsi tenter de se qualifier en battant un temps préétabli. Ceux réussissant à se qualifier pouvaient participer à la course et ainsi tenter de marquer des points dans la saison, et ceux qui n'y parvenaient pas étaient purement et simplement dispensés de Grand Prix. Une règle qui a pas mal fait grincer des dents, notamment par rapport aux pilotes qualifiés d'office. C'était en effet souvent les mêmes qui revenaient. C'est pour cette raison qu'à l'époque, on pouvait se retrouver avec des Grands Prix comportant un nombre impair de participants. Certaines courses étaient parfois déroulées avec 25 voire même 27 coureurs, voire même beaucoup moins. C'est en 1995 que la FIA viendra proposer un nouveau format de qualification qui durera jusqu'à 2002, avec la fameuse règle des 107%. 2 séances de qualification, 12 tours grand maximum étalés sur une durée d'1 heure, et surtout, le meilleur temps établi lors de la première séance se voyait ajouté de 7%. Les pilotes n'avaient alors plus qu'à dépasser ce temps. S'ils n'y parvenaient pas, ils ne pouvaient pas participer au Grand Prix. Une formule certes moins injuste que celle pendant longtemps proposée, mais qui pouvait cependant l'être tout de même pour les écuries les moins compétitives qui se retrouvaient constamment sur le fil du rasoir. Par la suite, la règle des qualifications a évolué, avec de nouvelles réglementations moins injustes, mais tout aussi absurdes. Je pense notamment à l'excellente idée de proposer des qualifs en un seul tour de 2003 à 2004. Les pilotes entraient sur la piste à tour de rôle afin d'établir leur temps sur un seul et unique tour. On était donc clairement dans un système où le droit à l'erreur était inexistant. Pire encore, l'année suivante, un système de tirage au sort bête et méchant, sans la moindre qualif, fut proposé. Mais heureusement, jamais adopté. Il fut à la place proposé de créer des qualifs décroissantes en 2 séances. Le moins rapide de la première partait en tête de la seconde. Le tout se jouant en un seul tour. Une idée de génie que la FIA a pondue, qui fut heureusement abandonnée car certains pilotes en profitaient en faisant volontairement de mauvais temps lors de la première séance. Par la suite, bien des idées, pas forcément bonnes ou justes, furent ainsi proposées, avec en 2006 l'instauration des Q1, Q2 et Q3, ainsi que d'un système d'élimination après un certain nombre de secondes en 2016, qui fut abandonné au bout de quelques mois seulement. C'est après cette dernière idée de système que la FIA proposera enfin le format actuel, instaurant finalement en supplément sur certains Grands Prix le format des courses sprint à partir de 2021 et 2022, le résultat apportant des points supplémentaires aux pilotes, mais également l'emplacement sur la grille de la course réelle qui a lieu le lendemain. Anecdote numéro 2. Dans de nombreuses disciplines sportives, il existe différentes catégories équitables. Par exemple, le football, le tennis, l'athlétisme ou encore la natation comportent chacune une catégorie réservée aux hommes et une réservée aux femmes. Mais qu'en est-il de la F1 ? Y a-t-il une catégorie de F1 réservée aux femmes? Ou y a-t-il tout simplement des femmes pilotes dans cette discipline? Eh bien oui, la F1 est même en réalité un sport mixte, c'est-à-dire que les femmes et les hommes peuvent participer à la même compétition et se concurrencer en même temps lors d'une saison. Le tout sans division, sans faire de catégorie selon le sexe du pilote. Pourtant, on ne voit jamais de femmes dans la catégorie reine du sport automobile, malgré que cela soit arrivé dans l'histoire de la discipline. Ce fut le cas de Maria Teresa De Filippis en 1958, puis de Leila Lombardi de 1974 à 1976. Malheureusement, leur monoplace n'étant pas compétitive lors de ces saisons, elles n'ont malheureusement jamais pu réellement se démarquer. Leila Lombardi étant la détentrice féminine du record du nombre de points marqués sur une saison, avec 17 points. Après cela, Divina Gallica, Desiree Wilson et Giovanna Amati tentèrent également de se qualifier pour une saison, ce qui se soldera par un échec.
Puis enfin, Susie Wolff, épouse de Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes, fut pilote d'essai pour l'écurie Williams, sans pour autant prendre part à la compétition. Et de nos jours pourtant, il pourrait y avoir des femmes dans la discipline, maintenant que celle-ci est bien mieux encadrée qu'il y a 50 ans. Mais malheureusement, le monde de la F1, bien que mixte sur le papier, est un monde d'hommes, relativement machiste, voire misogyne. On parle quand même d'une discipline où jusqu'en 2018, des femmes défilaient en tenue légère sur la grille de chaque circuit. Pourtant, en 2015, Bernie Ecclestone, président de la F1, a tenté de créer une division féminine, afin que celle-ci puisse avoir la chance de concourir, mais aussi dans l'objectif que les différentes écuries embauchent des femmes pilotes pour plus de diversité. Ce projet ne verra cependant pas le jour, mais une division officieuse se forma quand même et eut même l'occasion de courir de temps à autre avant certains grands prix, comme ce fut le cas en 2021 à Silverstone. Et puis, plus le temps passe, plus la discipline s'ouvre, devient progressiste, les mentalités changent. De plus en plus de femmes deviennent pilotes d'essai ou même pilotes de développement, comme Jamie Chadwick, 21 ans, qui est une pilote de développement pour l'écurie Williams. Ainsi, il y a une chance que d'ici quelques années, nous voyons des femmes participer de manière officielle à une saison de F1. Anecdote numéro 3. Je vais à présent vous raconter une histoire que je considère comme connue, mais relativement passionnante. Retraçons donc ensemble l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de la F1. L'Autrichien Niki Lauda et le Britannique James Hunt sont deux jeunes pilotes que tout oppose. Le premier, arrivé en F1 en achetant sa place, est plutôt prudent sur la piste, mais aussi en dehors. Il n'est pas quelqu'un d'excessif. Hunt, quant à lui, comme beaucoup de pilotes de l'époque, est un fou du volant. Un très bon pilote également, tout comme Lauda, mais bien plus excessif et excentrique que ce soit sur la piste ou en dehors. Hunt est une personne aimant le danger et ayant surtout le goût de la fête. Malgré leurs différences radicales, les deux hommes se sont toujours respectés et appréciés, s'étant affrontés à de nombreuses reprises en Formule 3, alors même qu'ils étaient colocataires dans un appartement londonien. C'est en 1975 que la rivalité entre Lauda et Hunt va grimper d'un cran. Lauda pilote la meilleure voiture du paddock, la Ferrari. Grâce à ses conseils en ingénierie, la monoplace était imbattable cette année-là. Enfin, presque imbattable, puisque lors du Grand Prix de Hollande, Hunt, qui roulait cette saison-là avec une Esquette, une monoplace bien moins compétitive cette saison-ci, réussit à s'imposer et à devancer Lauda après une lutte sans relâche sous une pluie battante. James Hunt crée la surprise et remporte ainsi son premier Grand Prix, et la rivalité entre les deux pilotes prend de l'ampleur. Malgré cette victoire, Lauda remporte sans réel problème son premier championnat, et devra donc défendre son titre en 1976. Hunt, lui, passera pour cette nouvelle saison chez McLaren. Une voiture bien plus compétitive, bien plus apte à batailler contre son rival, toujours chez Ferrari. Dès le premier Grand Prix au Brésil, le Britannique s'impose face à Lauda aux qualifications, mais ce dernier n'a pas dit son dernier mot et reprend le dessus lors du Grand Prix et finit par le remporter. Les rivaux bataillent ainsi durant plusieurs courses jusqu'à ce que Hunt perde des points pour cause de nouvelles réglementations indiquant que cette monoplace est trop large. S'ensuivra donc un large changement de performance pour sa monoplace, ne la rendant plus aussi compétitive, enchaînant même les abandons, laissant Lauda prendre une belle avance, jusqu'au moment où la FIA décide de réautoriser les anciennes performances du Britannique tout en lui rendant ses points perdus, lui permettant ainsi de revenir au classement et de se rapprocher de nouveau de Lauda, toujours leader du classement. La rivalité continuera jusqu'à prendre un horrible tournant le 1er août 1976, lors du Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring, considéré comme l'un des circuits les plus longs avec ses 22 km, mais surtout comme l'un des plus dangereux, si ce n'est le plus dangereux. Ce jour-là, une énorme pluie s'abattit sur le circuit avant le Grand Prix, détrempant totalement la piste, accentuant sa dangerosité. Lauda prit donc contact avec les commissaires du Grand Prix, puis avec les autres pilotes dans le but d'annuler la course pour éviter tout risque. Malheureusement, étant leader au championnat, beaucoup de pilotes pensèrent que c'était dans un but égoïste, celui de se conforter dans son avance au classement. La course aura donc bien lieu. Lauda partira en pneus pluie, mais après un tour, ne s'estimant pas assez rapide par rapport à Hunt, il passera au stand afin de chausser des pneus standards. Essayant de rattraper Hunt, il s'élance dans son second tour à toute allure sur le circuit allemand. Et c'est à ce moment-là que le drame vint s'inviter dans cette rivalité. Suite à un choc à sa monoplace, une suspension de la Ferrari se brisa. Lauda en perdit le contrôle, est lancé à plus de 290 km/h et heurta de plein fouet l'une des bordures de la piste à une sortie de virage. L'impact fut si violent que la voiture rebondit pour se retrouver en milieu de piste et s'embrasa aussitôt. Il fut percuté de plein fouet par deux pilotes. Son casque fut arraché sous le choc et la Ferrari renvoyée sur le bas-côté. Lauda, évanoui à cause des chocs et piégé dans les flammes de sa voiture, restera 1 minute bloqué à l'intérieur. L'Autrichien sera aidé par le pilote Arturo Merzio, ainsi que 3 autres pilotes qui s'étaient arrêtés en voyant ce spectacle horrible. C'est là que la vie de Niki Lauda prend un tournant irréversible.
Il passera ainsi 2 semaines à l'hôpital, les poumons hautement intoxiqués par les vapeurs d'essence, et le visage ainsi que le crâne brûlé. Durant toute cette période de convalescence, Lauda, souffrant, suivait les Grands Prix, et voyait surtout Hunt rattraper son retard. Galvanisé par cette rivalité, et par l'obtention de son second titre, il décidera néanmoins de se rendre à nouveau sur le paddock, 6 semaines seulement après son accident, dans le but de courir à nouveau et de reprendre le dessus malgré la stupéfaction de tous les autres pilotes. Dans un mélange de peur et de souffrance due aux brûlures encore vives sur son visage, Niki reprend donc le volant, et parvint à se hisser à la 4e place lors du Grand Prix d'Italie. Hunt avait cependant grandement rattrapé Lauda pendant son absence. C'est donc lors de l'ultime Grand Prix de cette saison que tout se jouera. L'Autrichien n'avait que 3 points d'avance sur son rival. L'issue de ce premier Grand Prix du Japon dans l'histoire de la F1 était donc qui tout double. Ce jour-là, comme par un appel du destin, des trompes d'eau se déversèrent sur le circuit. Malgré son passif, Lauda prendra tout de même part à la course, mais se ravisera à la fin du premier tour. Jugeant qu'il ne devait plus prendre de risques inutiles, il rentrera au stand et abandonnera la course, laissant ainsi son rival et ami, James Hunt, remporter le titre de champion du monde en terminant 3e de ce Grand Prix japonais, mettant également fin à leur rivalité. Cette passionnante et dangereuse rivalité aurait pu perdurer les années suivantes, mais malheureusement, la McLaren d'Hunt ne fut pas aussi compétitive en 1977, et Lauda remporta de nouveau le titre de champion, puis il redeviendra une 3e et dernière fois champion en 1984 au volant d'une McLaren, avant de prendre sa retraite de pilote en fin de saison 1985. Hunt, quant à lui, enchaînera les saisons peu satisfaisantes jusqu'à prendre sa retraite des circuits en 1979. Après cela, il deviendra animateur sur la BBC, relativement populaire grâce à ses analyses et à son humour noir. N'ayant en revanche jamais diminué ses excès ainsi que sa passion pour la fête, James Hunt mourra en 1993 d'une crise cardiaque à l'âge de 45 ans. Niki Lauda, quant à lui, ne quittera jamais réellement le paddock malgré une retraite en tant que pilote. Il deviendra ainsi consultant pour Ferrari à la demande de son président de 1992 à 1995, puis commentateur de Grand Prix de 1996 à 2012 sur la chaîne RTL en Allemagne, pour enfin devenir président non exécutif de l'écurie Mercedes après la trêve estivale de 2012, devenant au passage une figure de proue de l'écurie ainsi qu'un mentor pour Lewis Hamilton. En 2013, il sera consultant sur le tournage du film Rush, retraçant sa rivalité avec James Hunt, avec Chris Hemsworth dans le rôle de ce dernier et Daniel Brühl dans le rôle de Lauda. Un film qui se voudra relativement fidèle aux événements passés, bien qu'il y ait quelques légères différences scénaristiques. Lauda déclarera lui-même que les deux acteurs avaient parfaitement su reprendre les attitudes de leurs rôles respectifs. Niki Lauda s'éteindra le 20 mai 2019, à l'âge de 70 ans, des suites d'une infection pulmonaire qu'il avait contractée en 2018, le forçant à quitter son poste chez Mercedes. Les séquelles de son accident, survenu 43 ans auparavant, l'auront finalement rattrapé, puis emporté. Un vibrant hommage lui sera alors rendu. Niki Lauda restera, tout comme sa rivalité avec James Hunt, gravé dans le marbre de l'histoire de la F1. Anecdote numéro 1. Commençons par une anecdote relatant un fait relativement connu. Philips, à la suite d'un accord avec Nintendo, obtiendra les droits pour publier 3 jeux Zelda. Zelda Wand of Gamelon et Link the Face of Evil en 1993, puis Zelda's Adventure en 1995. 3 jeux connus pour être les pires de la saga, si tant est qu'on puisse les considérer comme faisant partie de celle-ci, et Nintendo semble indiquer que non. En revanche, saviez-vous que Nintendo avait également eu un partenariat avec Capcom pour la réalisation de 3 autres jeux Zelda? Ce sera le cas pour Zelda Oracle of Ages et Oracle of Seasons, qui sortiront en même temps en 2001 sur Game Boy Color, puis pour Zelda The Minish Cap en 2004 sur Game Boy Advance. 3 jeux de bien meilleure facture que la trilogie sortie dans les années 90, notamment dans le cas de Minish Cap, connu comme étant à ce jour l'un des meilleurs opus de la licence. 3 jeux très bons, mais également assez difficiles, parfois bien plus que les opus made in Nintendo, sans pour autant être injuste. Anecdote numéro 2. Pour cette seconde anecdote, et pour poursuivre sur les jeux développés par Capcom, je vais vous parler de quelque chose d'assez connu. Tout comme les jeux Pokémon, Zelda Oracle est sorti en 2 versions. Sauf qu'à contrario de la célèbre licence des monstres de poche, ces 2 opus sont en réalité 2 jeux bien différents, racontant chacun leur propre histoire et présentant chacun son propre univers ainsi que des mécaniques de gameplay différentes. L'un proposait de sauver Dean, oracle des saisons dans le monde d'Holodrum, tout en pouvant influer sur les températures et les environnements. L'autre opus nous proposait de sauver Nayru, oracle des âges en Labrina, nous offrant ainsi la possibilité de voyager dans le temps. Il existait, dans ces 2 jeux, un 3e oracle, qui pour le coup, sera présent dans les 2 versions. Il s'agit de Faror, oracle des secrets.
Ce personnage était entre autres une liaison entre les deux versions, pourvu que nous les possédions toutes les deux. A l'aide de codes secrets, nous pouvions transmettre des données d'une version à l'autre. Mais saviez-vous qu'une fois l'une des deux versions terminée, le jeu nous transmettait un autre code secret qu'il fallait entrer dans la seconde version, nous offrant alors une aventure qui liait les deux histoires entre elles, comme si Link vivait une épopée bien plus longue qu'à l'accoutumée. L'entrée de ce code offrait ainsi la possibilité aux joueurs d'obtenir un donjon et un scénario additionnel, présent à la toute fin de l'aventure. Un scénario incluant 2 boss supplémentaires, les sorcières jumelles, que l'on affrontait également dans Ocarina of Time, mais également Ganon, nous permettant ainsi à la fin de sauver Zelda, qui n'est de base pas présente dans ces jeux sans avoir rentré ce code secret, et ainsi d'obtenir la vraie fin du diptyque des oracles. Anecdote numéro 3. Zelda Link's Awakening fut le premier épisode de la saga à sortir sur Game Boy, connu comme étant lui aussi l'un des meilleurs épisodes de la licence. Saviez-vous qu'il avait failli être tout autre que le jeu auquel nous avons pu jouer en 1993 sur nos consoles portables? Cet opus est en effet chargé d'histoire et de mystère autour de son développement. A l'origine, Link's Awakening devait être un portage de l'épisode précédent, A Link to the Past, sorti sur Super NES, pour la Game Boy. Sauf qu'en parallèle, un certain Kazuaki Morita développait un jeu Zelda inédit seul de son côté, de manière officieuse, à l'aide d'un kit de développement de la Game Boy, dans le seul et unique but de connaître les limites techniques de la console. Finalement, ce projet sera connu par Takashi Tezuka, qui travaillait avec son équipe sur l'idée de portage de Link to the Past. Le projet Link's Awakening fut alors officialisé, et l'idée fut donc de lier les deux projets ensemble, garder l'univers du projet Link's Awakening et y ajouter les éléments de gameplay de Link to the Past, afin d'en faire un épisode inédit, aujourd'hui devenu culte. Pour ponctuer cette anecdote relativement sympa, la raison pour laquelle on retrouve dans ce Zelda des personnages tirés d'autres œuvres Nintendo est due au fameux kit de développement Game Boy qu'utilisait Kazuaki Morita, qui comportait logiquement beaucoup de sprites tirés de jeux Nintendo plus ou moins connus. Yoshi, les Goombas, Kirby, Chomp, Bob-omb, les plantes piranha et le prince Richard en sont de parfaits exemples. Anecdote numéro 4. The Legend of Zelda Majora's Mask est de loin mon épisode préféré de la licence. Ses thématiques relativement sombres, son univers, son ambiance, ainsi que ses possibilités de gameplay inédites en font pour moi un épisode fascinant, de même que pour l'histoire de sa conception, sur laquelle je reviendrai dans un épisode ultérieur. Cet épisode est, qui plus est, très lié à Ocarina of Time, bien qu'énormément de choses en diffèrent. L'histoire ne se déroule certes pas en Hyrule, on y rencontre des personnages ayant le même visage que dans le passé, mais n'étant absolument pas les mêmes personnes. Les deux seuls personnages que nous rencontrerons au cours de l'aventure, et que nous avons connus par le passé, sont le mystérieux marchand de masques et Skull Kid, qui sont, étonnamment, les deux personnages les plus importants du jeu, là où dans Ocarina of Time, ils n'étaient que des personnages mineurs, porteurs de quêtes annexes. S'il n'y a pas de doute quant au fait que le marchand de masques soit le même que le propriétaire de la foire aux masques d'Ocarina of Time, puisqu'il le dit lui-même, il y en a en revanche bien plus quant au fait que Link connaisse déjà ce Skull Kid. En effet, il n'y a pas qu'un seul et unique Skull Kid. Pour vulgariser, un enfant se perdant seul dans les bois meurt et se réincarne en Skull Kid. Donc ce personnage n'est pas unique. Toutefois, ce Skull Kid a bel et bien rencontré Link par le passé, sans pour autant se souvenir de son visage. À la fin de Majora's Mask, une fois l'horrible masque vaincu, Skull Kid, qui était possédé par les pouvoirs de celui-ci, reprend ses esprits, et demande à Link de devenir son ami. Et c'est en s'approchant de lui qu'il lui dit ceci: « Tu as la même odeur que ce garçon avec sa fée, qui m'avait appris une chanson dans les bois. » Oui, ce Skull Kid fait en effet référence à Link, qui au départ de son aventure dans Ocarina of Time, avait joué de l'ocarina pour l'amuser. Il ne l'a pas reconnu sur le coup, mais leur amitié est en réalité bien plus vieille que l'on pensait. Link a été le premier ami de ce Skull Kid, bien avant que celui-ci ne se retrouve délaissé par les géants et ne rencontre Taya et Tael, les deux fées qui feront les 400 coups avec lui avant qu'ils ne se séparent.